Moi, je considère l'Ukraine une partie de la Russie, mais aussi les Ukrainiens. L'Europe est en crise interne. L'Union européenne reverra sa propre politique, va voir que nous sommes prêts à continuer la collaboration. Nous nous fâchons contre Poutine non pas parce qu'il est trop Poutine, mais parce qu'il n'est pas assez Poutine. Eh bien, nous recevons aujourd'hui, chers internautes, sur Géopolitique profonde, dans le cadre de ces cérémonies du 9 mai, nous sommes à Moscou, un personnage particulièrement haut en couleur, député de la Douma depuis peu. C'est un scientifique, c'est quelqu'un qui d'ailleurs aussi vulgarise, simplifie la science. C'est un spécialiste des questions liées à l'intelligence, à la télévision. C'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel, comme la Russie est capable d'en produire. Ça fait longtemps qu'en France, ce n'est plus le cas. Et oui, il s'appelle Anatoly Wasserman, il est député de la Douma. Bonjour Anatoly, enchanté. Anatoly, tout de suite, une première question. Vous êtes bien connu du public russe, vous êtes d'ailleurs député, un peu moins du public français, qui apprécie et qui a toujours apprécié les émissions, les gens qui simplifient un petit peu la science et l'importance de la science. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu pour le public de Géopolitique profonde ? En Russie, on me connaît non pas comme député, mais surtout comme un participant des jeux intellectuels dans différents formats depuis 83 et depuis automne 89. C'est aussi dans les formats télévisuels. Pourquoi je reçois mes payes? Je suis surtout diplômée ingénieur de chaud et de froid, la physique chaude. La physique thermique, je m'en suis occupée plus tard. Au tout début, j'ai travaillé comme programmeur et j'ai fait ça depuis plus de 20 ans. Et depuis ces 5 dernières années, parallèlement, j'ai changé la qualification et j'ai appris à être un essayiste et politique. Et depuis 1995, je suis aussi essayiste et politique. Et tant que je peux en juger, en tant qu'essayiste, j'arrive à beaucoup de choses. En politique, un peu moins, mais j'y arrive aussi un petit peu. Par exemple, j'ai participé à peu près dans 3-4 dizaines de campagnes électorales et moi-même, j'ai été élue et j'ai aidé les autres à se faire élire. Et à peu près 2/3 de ces campagnes ont été couronnées de succès. Mais depuis septembre 2021, j'ai été élue à la Douma en tant que candidat indépendant. Mais au sein de la Douma, j'ai adhéré au groupe de la Russie juste, puisque l'appareil d'un groupe permet de bénéficier du travail de l'appareil de parti, ce que je n'aurais pas pu faire tout seul. Et au sein de la Douma, j'ai choisi la Russie juste parce que les autres groupes, j'ai plus d'écart dans les choix. Et au sein de la Russie juste, c'est beaucoup plus facile partout ailleurs, expliquer aux collègues pourquoi, dans ce cas-là, je considère qu'il est nécessaire de voter contrairement à ce que pensent mes collègues. Anatoly Wasserman, finalement, en sciences comme en politique, vous apprenez aux personnes à comprendre des choses très complexes en les expliquant simplement. Je ne considère pas que j'étais scientifique, même si on m'a formée comme scientifique, mais à part cela, j'ai toujours aimé vulgariser effectivement beaucoup de choses complexes, de domaines très différents de scientifiques, expliquer simplement pour que la majorité de gens les comprennent. Et donc, la plupart du temps, j'écris beaucoup sur les sciences civiles, sciences sociétales, politiques, histoire, mais de temps en temps, j'arrive à toucher d'autres sujets, d'autres domaines. J'aime déchiffrer
les sujets différents de l'histoire militaire partant de configuration, par exemple des chemins, de transport. Par exemple, en dehors, d'un groupe très spécialisé, très peu de gens s'en occupent, mais alors popularisé, personne n'y arrive. Je vais céder à ma curiosité, parce que, j'ai lu qu'en effet vous étiez spécialiste entre autres du froid. Est-ce que, Anatoly Wasserman, est-ce qu'en Russie, les mystères, de la cryogénisation, de la conservation des corps est aujourd'hui quelque chose d'assuré? Parce qu'on sait que c'est une grande recherche pour éventuellement permettre de faire, ressusciter ou renaître des individus. Moi-même, je m'occupe pas de cela, mais je surveille puisque le sujet est toujours d'actualité, tant que je sais. Actuellement, il n'y a pas de possibilité de cryoniser, un corps, suffisamment longtemps pour garder les cellules très, très, très fines, malgré le fait que plus tard, il va y avoir une possibilité de les rétablir. Mais pour quand, on ne sait pas. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est la conscience, que c'est un processus. La conscience, c'est, quelque chose, qui bouge tout le temps dans le cerveau. C'est un échange de signaux permanent avec, différentes structures du cerveau. L'expérience montre que cet échange de signaux est capable de se rompre très vite et l'homme peut perdre, conscience, même quand il est après conscient. Quelque chose, qui se passait, avant cela et s'est effacé de la mémoire. Et pour l'instant, il est tout à fait inconnu la cause. Est-ce qu'il est possible de rétablir ces processus, dans le cerveau? Même si, on arrive à rétablir les, cellules, du cerveau. Donc il y a un risque très important que, par exemple, quelqu'un qu'on va décongeler, va falloir, lui apprendre tout, depuis, sa naissance. Donc d'après mon avis, il est plus important d'arriver et développer les méthodes de fixation de l'état de ces processus, simultanément. Mais pour le moment, tel que je le sais, on ne voit même pas, une théorie, d'approche de ce processus. Donc on ne sait pas c'est où, dans quel domaine il serait possible de créer ce genre de méthode. Donc malheureusement, c'est ça le principal problème, de restauration, d'un corps, d'un corps humain. Oui, Anatoly Wasserman, on a cette impression, quand on veut bien regarder avec des yeux, impartiaux, à l'extérieur de la Russie, que la Russie, il y a un foisonnement, des recherches, que la recherche est développée, sans tabou. Les Russes ont été les premiers, par exemple, sur missiles hypervéloces. Dans la recherche, il semblerait que, il y ait beaucoup, beaucoup de curiosité en Russie. Est-ce que c'est ce que vous considérez aussi? Et dans ces dernières années, 50, 100 ans, est suffisamment riche pour se permettre beaucoup, voilà, beaucoup de choses faire en même temps, dans les recherches. Effectivement, nous avons des interdits sur certaines recherches, mais ces interdits, c'est pas les politiques qui décident, ce sont les scientifiques qui décident sur les interdits. Par exemple, chez nous, il est interdit beaucoup d'expériences, liées avec les embryons, par exemple. Il est interdit non pas pour les raisons moraux, mais parce que les scientifiques considèrent que ce que on peut apprendre dans ces expériences
On peut l'apprendre par ailleurs, par d'autres moyens. Et en ce qui concerne la société russe, dans cette société, effectivement, de temps en temps, il y a des disputes sur l'aspect moral des recherches, mais surtout la plus grande quantité de la société pense qu'il n'existe pas de droit d'interdire de penser et qu'il n'y a pas de sens moral à interdire. Donc moi, je considère que qu'un homme est suffisamment intelligent pour continuer des recherches correctement, parce qu'il est suffisamment intelligent aussi pour que ces recherches servent à l'intérêt de tout le monde. Je vais donner un exemple. Donc, je vais faire partir de l'inverse même. Vous connaissez Docteur Mengele, il faisait dans les camps de concentration, il a travaillé dans plusieurs, parce que même les collègues ne l'aimaient pas, donc il a dû changer. Il a fait beaucoup de recherches sauvages sur les prisonniers. Et ce qu'il en est ressorti, les résultats, ces recherches, beaucoup de ces recherches ont été publiées, ils sont connus, mais même les médecins et les biologues sont arrivés aux conclusions qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun sens à ces recherches. Son travail, non seulement il travaille à l'aveugle, mais il travaille pour rien. Qu'est-ce que vous pensez alors de cette tendance de l'Occident à mettre la science avec un grand S majuscule en imposant des dogmes? On a pu le voir avec la crise Covid, par exemple, où on ne peut plus discuter. À chaque fois, quand on interdit de discuter de quelque chose, ça fait naître des conséquences très mauvaises pour la société. Parfois, ces conséquences sont apparentes très rapidement, parfois mettent du temps, plusieurs années, mais c'est toujours mauvais. Plus encore, si vous avez quelque chose d'interdit, vous faites l'impression que ce que vous avez interdit est bon, mais peut-être mauvais pour certains. Voilà. Nous aussi, malheureusement, chez nous aussi, certaines directions d'échange et certains livres, certains documents, c'est interdit de les publier ouvertement et c'est très mauvais parce que avec cela, vous vous privez de la possibilité que ce livre-là, par exemple, n'a rien comme des clichés de son auteur. À chaque fois, quand à la Douma, on discute de ces possibilités d'interdire, moi, cherche à montrer aux collègues que cette interdiction, en finalité, va être mauvaise pour le pays et pour le peuple. Et parfois, j'y arrive. Parfois, je n'y arrive pas. Par exemple, on me dit que maintenant, vaut mieux, par exemple, faut le remettre à plus tard, ces échanges, ces discussions, et publier tel ou tel livre lorsque seulement quand la société, dans sa capacité, sera capable, avec ses connaissances, de discuter de ce livre. Nathalie Wasserman, comment en êtes-vous passé à l'intelligence, à la science, aux énigmes auxquelles on répond, au domaine de la politique, qui certes permet de simplifier des choses complexes, mais en même temps est là souvent la voie de la démagogie, du simplisme, de la réduction du questionnement. Est-ce que ça peut est-ce que des fois ça peut vous interroger, voire vous frustrer? J'ai jamais été scientifique. Quand j'étais programmeur, c'est pas vraiment une science. Plutôt que moi, je m'occupais de cette partie qui n'était pas la science. Mais, et dans la programmation et en politique, j'ai toujours travaillé de la même façon. Je me pose un but et ensuite je cherche les chemins pour y parvenir. La plupart du temps de mes articles sont politiques, où ils ont
un aspect, sous-entendu politique. Ils sont toujours liés avec le sujet, qui m'intéresse, en politique ou, un mouvement politique. Mais à part cela, à la fin des, 80 et 80 au début 90, je me suis rappelée d'une phrase de Bismarck. «Ne pas participer à la politique ne vous libère pas de ses conséquences». Et donc j'ai décidé que la politique, de cette époque-là, du pays était tellement mauvaise que ses conséquences, sont de plus en plus inintéressantes pour moi ou de jour en jour. Et donc j'ai décidé qu'il me faut moi aussi participer dans la politique, dans l'espoir que les conséquences de ma participation vont être meilleures que celles, que si je ne participais pas. À l'atelier Wasserman, on dit beaucoup en Occident que la société russe est une société d'interdits, est une société autoritaire, une société où on ne peut parler de rien et où il n'y a pas d'opposition. Est-ce que c'est votre analyse? Je ne crois pas. Nous avons une opposition, rarement, une opposition qu'on peut comprendre. Malheureusement, c'est triste, mais il y a des raisons. Il nous manque des gens. La civilisation russe, est formée, dans les conditions avec moins de population, moins de gens dans cette population que la civilisation européenne. C'est pourquoi en Europe, la plupart du temps, les gens il y a plus de gens que des problématiques posées. Et nous, c'est l'inverse, il y a toujours plus de problématiques que de gens, pour les résoudre. Donc pratiquement, chaque personne qui, sait, travailler, qui sait quelque chose dans la civilisation russe, trouve, sa place dans le système, pour travailler et gouverner. Si dans la société, il y a beaucoup plus de gens, qui sont pas, nécessaires, ça témoigne d'une grande problématique sans que même ce soit pas forcément conscient, d'un problème. Et ces périodes-là, nous avons, ces périodes très rarement. Voilà pourquoi actuellement, même les groupes au sein de la Doma, d'opposition, ils ne font pas que voilà, disputer, mais ils leur proposent des solutions et souvent ces solutions sont acceptées ou au moins sont pris en compte pour faire quelque chose de commun, trouver des compromis. Et en ce qui concerne la société, ici, le tableau est pareil à peu près. Nous n'avons pas d'interdit pour discuter de quoi que ce soit et ça arrive très, très rarement et la plupart du temps, ça dure pas longtemps. Mais pendant la discussion, très souvent, on trouve une conscience commune intéressante et si la majorité pense que c'est quelque chose d'intéressant, donc forcément, restent, ceux qui sont en minorité et qui ne sont pas d'accord et ça continue jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle question posée. Mais, il y a beaucoup d'échanges à ce sujet-là, beaucoup de disputes, mais à chaque fois, des sujets sont différents. En matière de relations internationales, de géopolitique, est-ce que lorsque vous êtes arrivé en politique, vous aviez des convictions bien affirmées? Un de mes regards n'a pas changé depuis cette époque, depuis la première fois où je me suis intéressée à la politique. Encore dans les années, en 91, j'ai été contre, publiquement le démantèlement de la Russie. Donc depuis l'histoire de la Russie, plusieurs fois, la Russie s'est désagrégée à plusieurs fois, et cette fois-ci, moi j'ai même trouvé la raison
Pourquoi les empires coloniaux se désagrègent et les empires continentaux arrivent à se reconstruire même après la désintégration. Par exemple, l'empire de Karl Ier, aujourd'hui, est reconstitué dans le format de l'Union européenne. Ces partis qui ne sont pas entrés dans l'empire Karl I, ils se sentent étrangers, corps étrangers à cette communauté européenne. Alors justement, la position, qui est la vôtre, Russie juste, sur l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est partie, composant justement, la Russie de toujours ou pas? Moi, je considère non seulement l'Ukraine, une partie de la Russie, mais aussi les Ukrainiens, partie du peuple russe. J'ai vu j'ai vu beaucoup, de différences, d'ethnie au sein des Russes même. Par exemple, les gens de Poltava sont différents, d'habitants de Smolensk et ils sont pas, plus différents que, d'Arkhangelsk, d'habitants de Samara. Ils sont tous le même peuple, au même titre que c'est un seul et même peuple. D'Hambourg ou de Vienne, c'est toujours le même peuple. Ou par exemple, de Marseille ou de Bruxelles. Et ce que la division politique ne correspond pas forcément avec la division ethnique, c'est normalement, ça se termine souvent rapidement. Je comprends pourquoi en 1831, la Bretagne les a séparés et les a appelés le royaume de Belgique, pourquoi elle devait défendre ce qui était le plus pratique pour elle pour faire les descentes en Bretagne, pour que un autre pays plus fort prenne le contrôle sur ces ports. Mais depuis, le monde a changé tellement que les causes des époques importantes aujourd'hui sont ridicules. Et votre approche de l'histoire, on voit que l'Occident, pareil, change l'histoire quand ça l'arrange. On le voit avec le woke, par exemple. Et ce révisionnisme historique, qu'est-ce que vous en pensez lorsque, par exemple, on exclut la Russie et l'Union soviétique de la victoire de 1945? Le révisionnisme est inévitable parce que quand on a les faits qui sont très importants et nous sommes toujours obligés de choisir sur quoi se concentrer et que mettre de côté et ne pas faire attention. Mais cela, c'est uniquement pour les recherches nouvelles. Mais quand on parle de ce qui s'est déjà passé, de ce qui a déjà eu lieu, nous pouvons compléter la liste des participants au fur et à mesure de nouveaux faits. Mais nous ne pouvons pas exclure ceux qui ont déjà été faits et posés. Je ne sais plus qui a dit ça. On peut remettre en question une opinion, mais pas les faits. Mais maintenant, on voit bien qu'on peut nier les faits, mais les conséquences vont être toujours très néfastes pour ceux qui s'occupent de les nier. Je ne prends même pas la mesure de dire ce qui attend, ce que va subir l'Union européenne, mais je sais que ceux qui planifient ces faits, ces mouvements, partant de choses incomplètes, va planifier mal et à un moment va tomber sur quelque chose qui va l'empêcher parce qu'il ne les a pas prévus et parce qu'il a mal calculé son coût. Comment voyez-vous la situation et la position de la Russie dans la géographie politique? On a l'impression que la Russie était souvent se projetait vers l'Ouest et, et qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Parce que l'Ouest rejette la Russie qui se projette dans l'Eurasie, vers la Chine, vers l'Orient. Mais c'est évident, c'est naturel. Si on ne peut pas travailler avec nous, on cherche des partenaires ailleurs. C'est inévitable.
Mais toute l'histoire du développement de la civilisation russe nous montre que ce qui est naturel pour nous, c'est de rechercher des coopérations sur toutes les directions simultanément. Et c'est pourquoi, dès que l'Union européenne reverra sa propre politique, va voir que nous sommes capables, nous sommes prêts à continuer la collaboration. Mais évidemment, avec une collaboration qui est mutuellement intéressante. Voilà, ce qui est important, c'est mutuellement intéressant. Nous ne voulons pas tirer des intérêts que pour nous, mais évidemment, nous ne permettrons pas, nous ne voulons pas que d'autres tirent des intérêts que unilatéralement, des intérêts sans donner quoi que ce soit de correspondant. Et comment jugerez-vous, finalement la société russe sur le plan, sociétal, moral? On a l'impression que, la Russie, quand elle était soviétique, était plutôt progressiste et qu'elle est, devenue, avec, le président Poutine, plus conservatrice. Non, nous avons trouvé d'autres possibilités de progrès. Si à l'époque de Yeltsin, on pensait que le progrès est quelque chose qui correspond à une forme d'imitation aux idoles ou maintenant nous ne cherchons plus à imiter, nous mettons en place notre propre modèle, un meilleur modèle capable de conjuguer et qui correspond, voilà, mais évidemment les nôtres. Ça, c'est un progrès également, mais c'est un progrès avec d'autres éléments qui le mesurent. Et par rapport à cela, est-ce que vous considérez que la réorganisation géopolitique en cours avec les BRICS, par exemple, est inéluctable et que la Russie a renoncé finalement, à cette Europe de l'Ouest, jugée par beaucoup, décadente? Non, nous voyons d'abord que c'est l'Europe qui refuse de nous parler. Et quand on cherche les causes, nous voyons aussi que l'Europe est en crise interne. Nous pouvons montrer cette crise, les montrer du doigt, mais les surmonter, seulement l'Europe qui doit les surmonter. Au même titre que nous sommes en train de surmonter nos propres crises et de la façon dont on étudie nos capacités, nos nécessités, et pas que ce que quelqu'un d'intelligent nous dit, ça c'est nécessaire et c'est possible. Et en ce qui concerne les BRICS, je vais rappeler, BRICS est une référence. C'est un anglo-saxon, c'est un banalytique. Il a découvert que différents pays, pourtant ils sont différents, mais les croissances sont comparables et se tombent au même moment. Les analystes russes ont vu que tous ces pays, malgré toutes ces différences internes, de la même façon, travaillent avec le monde extérieur. Si donc on travaille de la même façon avec le monde extérieur, pourquoi ne pas trouver un moyen de travailler ensemble? C'est suffisamment intéressant pour que les BRICS se mettent pour provoquer tout un flux de conséquences économiques. Et comme disait Ulyanov, la politique est une concentration de ce qui se passe en économie. Et alors la situation, depuis ces blocus-là, et ces sanctions, occidentales, européennes, comment vit la société russe? On a l'impression parfois, que finalement elle se développe beaucoup mieux sous sanctions que s'il n'y avait pas de sanctions. Sur quelques directions, on peut dire, là où on comptait beaucoup sur, sur un oncle étranger, effectivement, nous avons été un petit peu freinés. Mais ça nous a montré que
il faut, s'appuyer sur ses propres, capacités. Sur ces capacités-là, étaient finalement, plus importantes qu'on ne l'imaginait. En général, ce qui s'est passé, ce qui est connu dans beaucoup de sports, jusqu'au moment où, tant que tu n'as pas commencé à faire les efforts de toutes tes forces, tu vas pas comprendre quelles sont véritablement tes capacités. Et donc cette possibilité de comprendre toutes nos forces, ça a été quelque chose une conséquence la plus importante de nous, mettre en difficulté ou nous sanctionner. Sur cette base, considérez-vous que finalement les alliances de demain, l'alliance avec la Chine, l'alliance avec l'Asie centrale, l'alliance avec Ankara, vont primer sur les liens que souhaitait développer à une époque la Russie après la guerre froide avec les États-Unis, l'Europe, le monde occidental. Tout change sur cette terre, y compris l'importance de différents, événements et de tout cela bouge et change. Effectivement, pour nous, le sud et l'est, sont devenus plus importants, mais c'est que maintenant. Mais c'est le résultat de ce que fait l'Ouest. Donc l'Occident. Le jour quand l'Occident arrivera à résoudre la crise interne et sur cette base arrivera à changer la politique envers nous, il va découvrir que c'est important aussi pour nous. Mais ce qui va se passer dans 10 ans ou 100 ans, ce qui va être plus important, la Chine ou l'Inde, Bruxelles ou Caire, ça, on ne peut pas savoir et personne ne peut le prédire parce que tout change et tout le monde change dans les directions. Et la sagesse, en fait, c'est surveiller et regarder la condition actuelle et réfléchir comment on peut agir sur la situation actuelle et non pas se reposer sur l'expérience passée, même si elle est grande. Alors tout change, Anatoly Wasserman, très bien, mais est-ce qu'il y a quand même des constantes? Est-ce que, par exemple, il y a une alternative à Vladimir Poutine, aujourd'hui, pour la société russe? Vous savez, depuis plusieurs années, en Russie, on dit nous nous fâchons contre Poutine non pas parce qu'il est trop Poutine, mais parce qu'il n'est pas assez Poutine. C'est un homme très modéré. C'est quelqu'un qui se contrôle énormément et ça fait partie de sa préparation professionnelle, ce qu'il a pu acquérir dans ses études. Et je pense que lorsque il ne pourra plus continuer, quittera le pouvoir, la Russie et la société russe ne prendra un chef qui va continuer dans la même direction avec autant de direction, mais perdra en sa capacité de modération et par sa capacité de de retenir, et malheureusement. Donc voilà pourquoi ça va être quelqu'un de plus dur dans ses actions. Mais les actions vont être à peu près les mêmes, d'une façon plus un autre. La société russe qui a connu, tant de gouvernants différents, n'acceptera pas. Peut-être la dernière question, Anatoly Wasserman. On je ressens en vous écoutant, la grande modération, l'intelligence, la tolérance, le sens de la liberté, et vous savez que, justement l'Europe, la France, le président français taxe aujourd'hui, les Russes, de menaces existentielles. Heu, il règne une profonde russophobie, à l'Ouest. Je pense que vous êtes une personnalité et j'aimerais, que vous une personnalité qui devrait faire comprendre, aux Français, aux Européens, aux Occidentaux, heu, que vous êtes
au contraire une chance, pour nous? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Français aujourd'hui? Premièrement, ce que, on dit sur la Russie, c'est, comme la formule passée. Ça a été, avant même, la naissance de Jésus. Ce que Gaï, dit de Marie, et nous dit davantage ce que c'est Gaï que ce que c'est Marie. Ça montre non pas ce qu'on fait de nous d'une façon interne, qu'on cherche à masquer ou de poser sur les épaules de quelqu'un d'autre. En ce qui concerne la liberté, ma liberté vient de mon expérience personnelle. Depuis, de toute ma vie, en tant qu'essayiste surtout, j'ai beaucoup changé d'avis. Parfois, vraiment, radicalement et à l'opposé, parce que j'ai toujours réfléchi. Si on change d'avis, c'était à base de recherche. Mais à chaque fois, il y avait quelqu'un qui était prêt à payer une nouvelle publication justement parce que notre société est suffisamment libre et qu'il existe et coexiste, des gens, d'opinions différentes et ils sont tous prêts à s'exprimer et dire librement, ce qu'ils pensent. Et ce que je peux dire aux Français, qu'ils aient eux aussi cette diversité d'opinions, au moins qu'ils aient plusieurs éditeurs, qui arrivent à éditer et qui peuvent soutenir les opinions diverses et variées et vont pouvoir, les étudier et les comparer. Sans cela, vous n'y arriverez jamais à quelque chose d'intéressant, comme, jeter une pièce, en l'air. Merci beaucoup Anatoly Wasserman pour, ces belles paroles d'intelligence et de tolérance et ça, il faut le savoir, à Moscou. Et vous, merci. Vos questions étaient intéressantes. Merci à vous.